Le rapport phare d'AMDA que nous avons présenté aujourd'hui donne des données inédites sur le continent et sur la croissance du secteur des mini-réseaux. Il donne aussi des investissements et des frais de fonctionnement, des demandes de revenus, de la fiabilité du système, l'efficacité des approbations réglementaires. En réalité, une source d'information inestimable pour toutes les parties prenantes des mini-réseaux. Et je sais, et j'aimerais souligner que ce travail a été un travail de longue haleine, difficile de collecter de la donnée de qualité sur le terrain. Et c'est donc un rapport et des informations extrêmement importantes pour le développement du secteur. Sans plus tarder, je vais présenter les conférenciers et panélistes que l'AMDA a réunis aujourd'hui pour présenter ce rapport. Il y aura tout d'abord Frédéric Madry, qui est membre du conseil d'administration d'AMDA et directeur pays de NG Power Corner, la branche mini-réseau du groupe NG. Il y aura aussi Pacific Nyongkuru, qui est le conseiller politique principal à AMDA. Camille André Bataille, qui est présidente directrice générale de Lanka Madagascar. Finso Hassan, directeur général de la Direction générale des ressources énergétiques du Bénin. En termes de panélistes, nous aurons M. Gilles Vaes, qui est le président directeur général de Infraco, Camille André Bataille, qui reviendra pour le panel. Nous aurons aussi Augustin Cornejo, qui est le conseiller hors réseau au sein de la structure Power Africa, ainsi que Anne-Sophie Rakoutz, responsable équipe projet de l'Agence française de développement. Sans prendre plus de temps, je vais donc passer la parole à Frédéric pour un mot d'introduction. Merci. Merci Yann et bonjour à toutes et à tous et bienvenue au lancement officiel du rapport sur l'analyse comparative des mini-réseaux africains. Avant de rentrer dans le vif des sujets, permettez-moi de me présenter. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Madry. Je suis Head of Mini-Grids de NG Energy Access Tanzanie. Vous l'avez peut-être appris dans la presse récemment, mais NG Power Corner, Mobisol et Phoenix sont fusionnés pour créer une nouvelle entité NG Energy Access qui offre une proposition intégrée de Solar Home System et de mini-réseaux. On a un mini-réseau en opération actuellement en Tanzanie, un mini-réseau en Zambie et puis des projets en développement au Bénin, au Nigeria et en Ouganda. Je suis par ailleurs aussi membre du conseil d'administration d'AMDA, la African Mini-Grid Developer Association. C'est une association qui a été créée environ il y a 4 ans pour promouvoir le secteur des mini-réseaux en aidant les gouvernements, les bailleurs de fonds, les investisseurs à mieux comprendre le secteur des mini-réseaux et aussi à soutenir les différents membres de l'association. Donc aujourd'hui, AMDA compte 34 membres dans 15 pays. Donc aujourd'hui est un jour important parce qu'on lance officiellement dans les pays francophones ce rapport qui est le fruit, comme disait Yann déjà, d'un travail rigoureux auquel ont participé un grand nombre de membres de l'association, mais aussi beaucoup d'experts du secteur. Le rapport est important parce que le secteur reste relativement jeune et le partage de données sur le secteur est un outil de plaidoyer qui est essentiel pour une association comme AMDA et qui nourrit les réflexions des gouvernements et des financeurs, mais aussi les centres de recherche des universités. Et donc, c'est vrai que le rapport retient et présente des chiffres inédits qui n'ont jamais vraiment été publiés, comme les coûts d'investissement par connexion, par exemple, les dépenses de fonctionnement, mais aussi des données sur les revenus, sur la consommation, sur les cadres réglementaires, sur les niveaux de service,
et pour finir aussi des recommandations. Donc, on y reviendra plus tard en détail. Mais donc, le rapport permet en effet donc d'apporter des preuves solides et précises aux investisseurs et décideurs politiques afin qu'ils les utilisent pour créer des cadres réglementaires propices pour attirer des financements adéquats au secteur des mini-réseaux, un secteur qui reste essentiel pour atteindre Sustainable Development Goal 7, qui vise l'accès à l'énergie pour tous. Donc voilà, je repasse la parole à Yann pour la suite de ce webinaire. Merci. Merci Frédéric, et nous sommes extrêmement contents de t'avoir aujourd'hui. Tu es peut-être trop humble pour le mentionner, mais tu es un des pionniers du mini-réseau en Afrique, en Tanzanie, et vraiment ta place au monde du conseil d'administration d'AMDA est clairement méritée. Sans plus attendre, je vais passer maintenant la parole à Pacifique et Camille qui vont nous faire une présentation des principales conclusions de ce rapport. Pacifique, à toi. Merci beaucoup, Yann. Bienvenue à tout le monde. Bonjour. Donc, j'aimerais parcourir le rapport. Je vais demander à Emmanuela s'ils peuvent faire la présentation du rapport. Pendant que la présentation est mise en ligne, j'aimerais rappeler aux participants que vous pouvez soumettre vos questions à travers le chat pour que Pacifique et Camille puissent y répondre à la fin de la présentation. Merci. Merci Yann, merci Emmanuela. C'est un grand plaisir donc de vous présenter l'analyse comparative de mini-réseaux africains. Next. Donc, je vais vous donner un peu plus avec Camille. Le rapport concerné a été conçu, ou bien, je peux dire, on a pu récupérer les données différentes par les développeurs et aussi d'autres partenaires permanents dans la conception, méthodologie, le coût, à ce qui concerne le financement, le revenu de développeurs, et aussi le cadre de réglementation à travers les 13 pays qu'on a récupéré les données. La carte du service est donc du développeur au client, donc à la population, mais aussi il y a eu la recommandation comme Frédéric a eu mentionné. Sans tarder, je vais passer sur la conception. Donc, on a eu, donc AMDA a pu développer la structure du rapportage, donc les indicateurs conçus au cours d'une atelier interne de plusieurs jours. Et aussi, il y avait eu des parties prenantes externes pour examiner, aussi assurer que les mesures et les méthodes sont conformes aux besoins du secteur. Quelques accords de non-divulgation ont été signés par différentes parties prenantes externes pour juste mise en ligne, parce qu'on va récupérer leurs données, il faut être en accord avec. Et aussi préparation de l'analyse des données du rapport, regrouper les analyses sur le point de données anonymisées, révision par des pairs, jusqu'à aujourd'hui qu'on a pu publier donc, et diffusion du rapport. Ça, c'était l'introduction un peu plus, mais maintenant, je vais passer sur la page 5, à ce qui concerne les méthodes. Je vais parler surtout pour les 3 données qu'on a pu récupérer aux 13 pays qu'on a pu concerner avec nos développeurs. Il y avait les données sur le projet, ce qui compris leur coût d'investissement, l'exploitation des données opérationnelles, le vente, le nombre de connexions et d'autres données techniques et opérationnelles, les données sur leurs organisations, donc ce qui est compris le temps nécessaire pour accueillir leur licence,
ça c'est la réglementation, mais aussi le nombre des emplois par année d'activité du développeur. Et après, on a eu les données financières, donc le montant reçu par le développeur, les sources de financement, le type de financement et l'année de réception du financement. Donc le capital propre du développeur et le taux d'intérêt sur la dette, on a été exclus de la collecte des données. La suite, c'était surtout sur le coût, donc les dépenses d'investissement par connexion et nouveaux marchés. C'est vraiment une grande plaisir parce que maintenant, on compte la réduction du prix moyen par connexion. Ça a été passé par de 1 555 $ à 733 $ en 2018, ce qui est bien sûr radicalement inférieur à celui des services publics nationaux dans les zones rurales. Ceci, ça veut dire que les chaires déclenchées de réduction de dépenses d'investissement et aussi l'indicateur le plus important en matière de réduction de coûts est celui des promoteurs empruntés sur le marché établi. Cela, ça veut dire que 55% de développeurs interrogés, ils ont exploité quand même plus de 3 sites ou bien un peu moins plus. Mais aussi sur le marché bien établi, les entreprises expérimentales étaient en moyenne de 41% moins chères que les nouveaux développeurs sur le même marché. Cela, ça confirme ou bien ça indique que de plus, les développeurs accroissent ou bien avoir beaucoup de services à rendre à leurs clients, de plus ça affecte ou bien même ça prend une part de réduction du prix par connexion. Ce qui concerne le CAPEX, donc les dépenses d'investissement par connexion, mais ceci, ça concerne le nouveau marché. Sur le marché établi, ici, je vais focaliser sur la Tanzanie, le Zambie et du Kenya. Les coûts de connexion sont inférieurs à ceux des autres pays et continuent à diminuer, comme vous pouvez le voir sur le graphe. Depuis le 2014 jusqu'à l'année passée. Donc, la moyenne endorale par connexion en 2019, ça a été la première année où le marché s'est développé. Donc, l'expansion sur de nouveaux marchés par de développeurs établis, bien sûr, a entraîné une augmentation de dépenses d'investissement par connexion. Dépenses de fonctionnement. Le coût opérationnel, ça varie entre 2,5 à 6 $ par client et par mois. Mais aussi, il existe un énorme potentiel d'obtention de coûts par le biais de la normalisation, l'apprentissage et la croissance du secteur. Mais aussi, il faut noter qu'il serait nécessaire de financer les opérations centrales afin d'atténuer les risques liés au coût du projet. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, le coût fixé en Afrique Sud et l'Est, ça varie entre 36 et 36%, mais les opérations du centre, c'est plus de 50% donc, du coût total. Ici, moyenne continentale, il faut noter que plus de 45% du coût total, c'est réservé aux générations, mais aussi presque 20-22% pour la distribution maintenant du système ou bien du câblage. Donc, c'est la moyenne continentale. Donc, cela veut dire que plus de 70% du coût du projet, ça varie entre la génération et la distribution. Si on prend l'exemple sur la côté du sud et l'est, c'est presque le même, 44 générations et presque 20% sur la distribution. Donc, la répartition des coûts ne varie pas de façon spectaculaire d'un continent à un autre. Je peux passer par le financement. L'impact du financement public est spectaculaire.
Sans ce dernier, nous ne pouvons pas voir les investissements affluer. Donc, il y a un écart entre 12 à 18 mois entre le décaissement du financement et la livraison de la connexion. OK, c'est la fin de ma partie. Donc, je vais inviter Camille à continuer sur la consommation et revenus. Merci. Merci Pacifique. Bonjour à tous. J'enchaîne du coup à partir de la slide suivante. Merci Emmanuela. Donc en termes de consommation et revenus, slide suivante. Merci. Ce qu'on observe du coup, c'est des différences radicales au niveau de la consommation régionale, mais surtout un niveau de consommation moyen qui est relativement faible par mois et par consommateur. Donc, en moyenne de l'ordre de 6,1 kWh par mois, en excluant peut-être certains extrêmes qu'on peut observer à Madagascar, en Mauritanie et au Nigeria, ce qui fait remarquer la nécessité de pouvoir stimuler la consommation par divers facteurs, notamment par des mix de consommateurs résidentiels, de détaillants et des consommateurs dits d'ancrage qui vont apporter une stabilité sur le réseau en termes de consommation et donc focaliser davantage les efforts sur les usagers productifs et bien sûr, au fur et à mesure du temps, continuer de réaliser ce type d'études pour voir l'évolution des consommations moyennes. Slide suivante. En termes de comparaison sur les performances en fonction des revenus moyens par utilisateur, ce qu'on observe, c'est surtout que les revenus sont relativement faibles et en comparaison avec ce qu'a mentionné tout à l'heure Pacifique sur les niveaux de dépenses, on observe un écart qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs et notamment le fait qu'il y a un délai, qu'il faut du temps pour laisser évoluer la consommation d'un consommateur nouvellement sur le réseau et l'évaluation, l'estimation de sa consommation après plusieurs années de connexion, de raccordement sur le réseau. Donc, lui laisser du temps pour s'approprier le service et augmenter sa consommation. Et je pense que certains développeurs ou opérateurs ont été confrontés à ça sur le continent. C'est que les revenus sont aussi très liés à la tarification qui est appliquée et qu'on voit qu'il y a un lien très fort entre la réglementation qui va régir le secteur dans les pays et la capacité des opérateurs à mettre en place des tarifs qui reflètent les coûts. Donc, il y a encore un certain nombre d'efforts à faire sur la concordance entre tarifs et dépenses par utilisateur et donc dans la trajectoire pour trouver un équilibre avec les dépenses opérationnelles. Justement, en parlant en termes de réglementation, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, de manière générale, les temps d'obtention des autorisations, des permis ou des licences réglementaires au niveau des différents pays est relativement long et que même s'il a diminué de près de moitié sur les 4 à 5 dernières années, ça reste encore un facteur de blocage pour le déploiement rapide et une mise à l'échelle forte des mini-réseaux en Afrique. Donc voilà, on peut faire un calcul très simple. S'il nous faut en moyenne 1 an pour sortir un mini-réseau, et si on se réfère aux projections qui sont faites pour pouvoir desservir toutes les personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité, il nous faudrait bien plus d'1 siècle. Donc il y a une vraie nécessité d'améliorer les procédures, toute la paperasse administrative et l'efficacité des processus au niveau locaux ou régionaux. Donc, voilà un peu sur cette slide le breakdown des temps qui sont affectés à différentes étapes sur le développement des projets, sur le dépôt des dossiers pour la mise en conformité réglementaire. Donc, ce qu'on observe, c'est que voilà, l'obtention des licences sont les principaux facteurs de blocage en termes de temps et qu'en moyenne, voilà, ça s'étale sur 1 an, entre 12 à 18 mois pour pouvoir obtenir une licence et être dans les règles. En termes de services et qualité, on passe à la slide suivante. Merci. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, les mini-réseaux, malgré toutes les contraintes auxquelles ils font face,
maintiennent une durée de fonctionnement qui est en réalité supérieure à ce que peuvent fournir les utilities nationales, les services publics, de l'ordre de 97% de fonctionnement, de disponibilité. Alors, bien sûr, il sera intéressant de voir à quel moment cette disponibilité peut diminuer au fil du temps, mais en tout cas, ce qui est observé, et d'après les retours d'expérience, c'est que cette disponibilité est supérieure à ce qui peut être fourni par les services publics. Et donc, il y a forcément aussi un lien entre cette disponibilité et la satisfaction client qui peut être observée au niveau local. Slide suivante. Donc là, c'est une étude de Berkeley qui montre une comparaison et l'évolution des taux d'électrification au sein des communautés. Donc, encore une fois, c'est pour appuyer le fait que les mini-réseaux disposent d'une meilleure connectivité dans les communautés qu'elles desservent par rapport aux services publics. Donc, ça ne fait que renforcer la trajectoire que prend le secteur des mini-réseaux et renforcer les démarches et les initiatives qui sont entreprises pour faciliter son déploiement à grande échelle. Ce qui nous amène à la dernière partie qui mentionne quelques recommandations. Pour être rapide et succincte, donc on en a relevé 3. La première, et ce qui a été mentionné par Pacifique, c'est le rôle du financement public qui, on le voit et on le mesure, est un facteur qui fonctionne et qui est complètement conditionnel pour la réussite du secteur des off-grid et des mini-réseaux, et qui a une nécessité de mieux structurer et d'augmenter les financements publics disponibles qui agissent en tant que véritable levier sur la sécurisation des investissements privés. Donc sans financement public, très peu de chances de pouvoir passer à l'échelle et donc d'atteindre aussi l'objectif de développement durable 7, tant qu'il n'y aura pas cette disponibilité de financement, mais également des facilitations sur toutes les procédures et les processus réglementaires par voie de numérisation, de réduction des délais, d'amélioration de l'efficacité sur le traitement des dossiers par les autorités nationales. Et enfin, ce qu'on observe également, mais qui a déjà été mentionné dans plusieurs rapports, mais qu'on relève encore ici sur des données concrètes, c'est la faible consommation qui est aujourd'hui un vrai frein dans le succès des mini-réseaux. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur l'augmentation des consommations, sur le travail de sensibilisation et de dynamisation des activités économiques et productives au niveau local. Renforcer probablement aussi l'accès au microfinancement pour les entrepreneurs et les activités économiques au niveau local. Et puis peut-être créer aussi probablement des ponts entre le secteur de l'énergie et le secteur de la petite industrie ou de l'agriculture qui sont très présentes et très dynamiques et très conditionnantes au niveau local. Voilà. Merci beaucoup Camille et Pacifique pour cette présentation extrêmement intéressante. J'encourage tout le monde à aussi aller sur le site de Lambda pour récupérer le rapport en entier, son executive summary, pour regarder ces chiffres de plus près. Donc, je vais prendre quelques questions. On a une question de Alexis Rebinder de GDS International qui est la suivante. Vous indiquez un coût d'opération de 2,5 à 6 euros par connexion, soit du simple au triple. Qu'est-ce qui explique une telle variation? Est-ce dû à une meilleure qualité de service ou à l'expérience des développeurs? Pourriez-vous développer? Je pense que ça concerne Pacifique, la partie présentée par Pacifique. Donc, je te laisse la parole, Pacifique. Merci Yann. Je remercie même j'avais répondu en chat Zoom. Donc, c'est un peu simple parce que les développeurs expérimentés sont acheteurs. Donc, ils maîtrisent le marché. Il n'y a plus de coûts à exposer à leur projet, mais aussi ils achètent plus de volume pour bénéficier d'économies de chair. Merci. D'accord, merci Pacifique. Je vous encourage à poser des questions à travers le chat. Je vais poser quelques questions que je me pose moi-même pour animer les débats. Camille, ça c'est plutôt de ton côté en tant que développeur. On voit des écarts de demande significatifs entre les pays, entre les projets, entre les régions même.
Pourquoi cet écart? Est-ce que c'est lié d'une part au site et à la sélection des sites, ou est-ce que c'est lié aux stratégies des développeurs pour encourager la demande? Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les conclusions de ce rapport vis-à-vis de cet écart de demande? C'est multifactoriel. Effectivement, il y a toute une part de la réponse qui est liée à la conception initiale des projets et à la sélection des sites. Il y a des études de solutions à moindre coût qui ont été réalisées par un certain nombre d'acteurs dans différents pays pour estimer si telle zone ou tel village ou devait accueillir des mini-réseaux ou si des solutions plus décentralisées et individuelles étaient plus recommandées. Donc, il y a un vrai travail à faire sur la compréhension des besoins et sur l'évaluation du potentiel de consommation et de croissance. C'est un premier facteur. Il y a aussi également, bien sûr, le facteur des plans de dynamisation qui sont mis en œuvre par les opérateurs. Un opérateur ne peut pas juste se considérer comme un vendeur d'électricité ou d'électrons. Il y a toute une dynamique d'accompagnement commercial et de marketing rural qui doit être mise en place pour stimuler la consommation et structurer une utilisation productive et créatrice de valeur ajoutée au niveau local pour essayer de déporter des consommateurs à faible pouvoir d'achat vers des consommateurs à pouvoir d'achat modéré. C'est tout un processus qui se fait dans le temps. Donc après, il n'est pas surprenant non plus qu'on voit des projets dès leurs premières années qui ont des consommations faibles. Il faut pouvoir les suivre dans le temps et voir surtout les courbes de croissance. C'est surtout ça, je pense, qui est intéressant d'analyser pour voir si effectivement les plans d'accompagnement et de dynamisation sont pertinents. Merci beaucoup Camille. Donc on a une autre question qui nous vient du chat de Sven Cusso. Les permis d'exploitation s'appliquent-ils également au système Solar Home System? Si ce n'est pas le cas, quel est l'élément différenciant? N'existe-t-il pas un moyen de s'en inspirer pour les mini-grids? Et donc, est-ce qu'on a des similarités entre les permis d'exploitation pour les Solar Home System et les mini-grids? J'aimerais aussi élargir la question. On parle souvent des licences, donc, qui rejoint ce point, et comme quoi ça prend énormément de temps et ça pose des difficultés opérationnelles et de financement. Est-ce qu'il y a des recommandations concrètes qu'on peut donner aux autorités en matière de licence et comment streamliner ces processus de licence? La question est pour moi? Oui. Ok, pardon. Excusez-moi. Sur la première partie de la question concernant les permis d'exploitation pour les SHS, je pense que c'est assez pays dépendant. En l'occurrence, il n'est pas commun de voir l'application d'un processus d'obtention de licence ou de permis d'exploitation pour les solar systems qui ne sont pas considérés nécessairement comme un service public au même titre que les mini-réseaux qui intègrent des infrastructures de production et de distribution et de vente au kilowattheure. C'est la première chose. Après, il faudrait voir le comparatif plus en détail sur chacun des pays. En termes de... C'est là l'élément différenciant principal. En termes de... Est-ce qu'on peut s'en inspirer pour les mini-grids? Je ne sais pas, pour être honnête, je ne suis pas législateur, je ne suis pas experte à ce niveau-là. Je pense que c'est intéressant de se poser la question. Il y a probablement une limite dans la mesure où un SHS n'est pas une infrastructure en dur installée sur le domaine public, par exemple. Ce qui crée la principale distinction entre ce petit système et un système plus lourd qui nécessite d'avoir une emprise sur du foncier qui n'est pas forcément privé, qui peut être communal, domanial. Et puis, il y a tout ce système de distribution d'électricité et cette vente au kilowattheure qui, elle, est tarifée en général et régulée. Et puis, par rapport à ta dernière question, pardon Yann, si tu peux juste me la répéter, c'est les recommandations à formuler pour les délais, pardon. Pour moins de délais dans l'obtention et moins de difficultés pour l'obtention de licence. Comme on l'a mentionné dans le rapport, je pense qu'il y a un effort à faire sur la numérisation qui peut être un énorme point d'accélérateur. La plupart des dossiers sont des dossiers qui sont papier, où il y a énormément de documents à fournir, qui sont souvent imprimés en plusieurs exemplaires, qui doivent être déposés à plusieurs endroits. Une numérisation, un passage par une plateforme pourrait être des outils intéressants. En général, les autorités régulatoires manquent aussi du moyen et sont
peu suffisamment structuré, qu'il y a probablement un accompagnement à faire par des organismes internationaux sur un renforcement de capacité et une restructuration des moyens pour pouvoir augmenter la rapidité de traitement des dossiers. Et puis, il y a aussi éventuellement le regroupage de projets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque projet individuellement est aussi soumis à approbation et obtention de licence. Donc, c'est peut-être aussi davantage entraîner les pouvoirs publics à traiter des dossiers par lot, mais ce qui nécessite aussi par derrière d'avoir une planification et une vraie stratégie nationale en termes de déploiement, parce qu'il faut pouvoir trouver de la cohérence dans le regroupement de ces projets. Oui, merci beaucoup Camille. Numérisation, des standards cohérents et le regroupement de projets extrêmement intéressant. Je pense aussi, et je sors un peu de mon rôle de modérateur, mais là où on peut s'inspirer des Solar Home Systems, c'est d'avoir un cadre, si vous voulez, qui soit relativement standard parmi les pays, comme ça a été fait notamment avec le programme Lighting Africa sur les Solar Home Systems et qui a réellement favorisé l'essor de ces technologies. Je vais prendre 2 autres questions et puis on va ensuite passer au panel. Alors, la première question est de Carlos Sordo. Et c'est une question que je vais diriger à Pacifique. Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les capacités installées de ces micro-réseaux. Avez-vous observé une demande différente selon la puissance installée? Donc, 2 parties à la question. Quelles sont les capacités installées en moyenne, on va dire, des micro-réseaux? Et est-ce que la demande, en tout cas le ratio demande de puissance installée, est différent en fonction de la taille du mini-réseau? Pacifique, à toi. Merci Yann, merci Carlos. Du moyenne, la capacité de mini-réseau, ça varie entre presque 2 kWh à 1 MW de maximum. Cela explique que même, c'est direct parce qu'il y a, on a des développeurs dans un pays, là où ils ont de différentes, ils augmentent la capacité de mini-réseau parce qu'il y a beaucoup de demandes dans différents secteurs avec la population qui utilise l'énergie. Merci. Merci Pacifique. Et si je peux diriger la seconde question à toi également, c'est une question d'Antonia Orsini qui fait partie de l'équipe Blue Solution du groupe Bolloré, producteur de solutions de stockage d'énergie. Et sa question est la suivante. Avez-vous des retours sur la durabilité des mini-réseaux subventionnés en année d'activité? Voilà, ouais. Pacifique. Merci Yann. Si j'ai bien compris la question de M. Antonio, donc la solution de stockage d'énergie, oui, il y a différentes solutions de stockage à ce qui concerne le mini-réseau. C'est pour cela même il y a de celles, il y a la pluie, il y a aussi la solution pour le diesel, pour le générateur, pour la continuité de distribution de l'énergie. Et cela même, ça augmente un peu du coût parce qu'il y a la maintenance des infrastructures et aussi l'essence pour bien sûr faire de sorte qu'il y ait donc la continuité de distribution de l'énergie continue à 97% comme ça a indiqué le rapport. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, répondu correctement. Merci Pacifique. Et puis je peux encore une fois peut-être essayer de compléter sur l'expérience qu'on a vue sur le terrain. En termes de technologie, il n'y a pas vraiment de différence entre un réseau subventionné et non subventionné de mon point de vue. Par contre, il est vrai qu'il y a des mini-réseaux qui fonctionnent seulement sur subvention, et on en a vu quelques-uns, surtout il y a des anciens mini-réseaux, ont souvent ce problème de remplacement des équipements, de mise à niveau des équipements. Et donc, en effet, sur la durée, pose des soucis opérationnels qui engendre une moindre viabilité sur le long terme. Et donc, c'est pour ça que vraiment, on compte sur le secteur privé, l'investissement, parce que ça crée un cadre d'incentive qui permet
cette durabilité justement sur le long terme. Je vous remercie pour les questions, pour l'excellente présentation Pacifique et Camille. Je vais maintenant nous inviter à passer au panel de cette session. Le monsieur Flinso Hassan, directeur général des ressources énergétiques au Bénin, malheureusement n'a pas réussi à se connecter, donc nous allons passer directement au panel. Donc, ce panel va être conduit sous la forme de questions-réponses. Donc, je poserai d'abord un certain nombre de questions et puis nous inviterons tous les participants pendant le démarrage de ce panel d'inscrire également leurs questions dans le chat et nous garderons 10 à 15 minutes à la fin de cette session pour y répondre. Donc, j'invite les panélistes suivants. Donc, Monsieur Gilles Vaes, président directeur général d'Infraco, Camille André Bataille, directrice générale de Anka Madagascar, Augustin Conejo, conseiller hors réseau de Power Africa, et Anne-Sophie Racout, responsable équipe projet, Agence française de développement. Et je vais adresser une première question, tout d'abord à Augustine. Augustine, si l'on considère la tendance à la baisse des coûts des mini-réseaux au cours de la période couverte par le rapport AMDA, qui sont passés de plus de 1 500 $ par connexion à 733 $ sur l'ensemble du continent, que représente cette confirmation de la baisse des prix et du faible coût par rapport aux réseaux nationaux dans le cadre de votre travail? Augustine. Bon, merci beaucoup Yann. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être faire partie de ces panels. Et bonjour. Bon, un changement des prix relatifs, c'est la fondation sur laquelle on peut bâtir une réforme. Et ça c'est la base de la politique. Mais ça ne reste que des signaux, qui pointent vers une opportunité. Et les passés pèsent lourdement dans le secteur public et la perception des risques n'est pas été fort, n'est pas toujours facile. Et donc, il faut comprendre qu'au-delà des prix, il y a toutes d'autres choses qui sont nécessaires pour que les États basculent vers et puissent saisir les opportunités. Et on parle sans doute des changements de prix relatifs et des ressources, beaucoup, mais on a aussi les capacités dans le secteur privé local et international et dans le secteur public. On parle aussi des personnes qui partagent les mêmes idées dans toutes les parties prenantes qui forment un écosystème. Et c'est qu'on voit, je vais revenir aussi, l'autre ingrédient, c'est la confiance. Et les derniers points sur lesquels je veux dire, pour aboutir, c'est un leadership visionnaire. Et c'est un leadership qui est prêt à comprendre les besoins en matière de temps et des difficultés d'une certaine réforme et qui soit et la volonté de l'entreprendre, ce qui n'est pas tout à fait évident. Donc, je pense que beaucoup de discussions ont visé dans le passé sur 1 et 2, mais souvent, et les bailleurs aussi, c'est tellement lourd de mobiliser les ressources que parfois on découvre plus tard dans la mise en place que peut-être ces points 3 à 6 de capacité, de parties prenantes, formation de l'écosystème, confiance et leadership visionnaire, accompagnement de leadership, c'est des éléments qui sont critiques pour le succès. Est-ce que j'ai encore le temps pour revenir sur chacun de ces points? Oui, vas-y, Augustin. Ah, merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser, c'est que l'Afrique de l'Ouest, dès qu'on dit les mots mini-réseau, les gens ne pensent pas à ce que vous êtes en train de proposer. Les gens ils pensent à des 80, 50, 60 mini-centrales qui ont été construits à très fortes ressources et qui aujourd'hui sont dans les villages et il n'y a pas un seul kilowatt
qui est desservi aux populations parce que la réforme, parfois, n'a pas tenu en compte ces aspects-là. Et donc, il y a une forte réticence à se tromper de nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien travailler la partie de l'écosystème et apprendre à communiquer. Des développeurs qui ne connaissent pas bien le secteur mini-central et qui descendent de l'avion et promettent des prix au gouvernement incroyables. Je pense que les secteurs privés et les secteurs publics et les autorités, ils reçoivent 2 à 3 personnes comme développeurs comme ça par mois. Et donc, ce qui est important, c'est de distinguer votre proposition qui est basée sur une capacité technique et une connaissance du métier et des projets qui ont déjà connu, ont eu les contacts avec la réalité de la mise en place. Donc voilà, merci Yann. Merci Augustine. Je vais me tourner vers Camille. Camille, cette réduction des coûts en tant que développeur, comment la vois-tu? Moi, je ferai un peu attention, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Augustine tout à l'heure. Il faut le prendre comme un signal et non pas comme une valeur de référence. Ce n'est pas parce qu'on se situe à 1 600 $ ou qu'on est à 700 à 600 $, voilà, qu'on dépasse les deux extrêmes, qu'on est moins bon ou meilleur que tous les autres. Donc c'est le signal qui est intéressant, c'est de voir comment ces coûts peuvent évoluer à la baisse. Ça peut être fonction d'énormément de choses. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que là, les chiffres qui sortent d'un rapport qui a agrégé des données qui viennent de plusieurs pays, plusieurs opérateurs, de plusieurs mini-réseaux. Ce n'est pas complètement exhaustif et c'est aussi très dépendant des cadres réglementaires à l'importation, des facilitations qui peuvent être accordées pour, par exemple, des exonérations fiscales ou des taxes sur l'importation de matériel qui peuvent générer des baisses de coûts aussi sur des équipements dans certains pays, mais pas dans d'autres. Ensuite, le positionnement de certains pays et l'accès au matériel peut aussi différer. En l'occurrence, dans notre cas, à Madagascar, on est une île, on n'a pas de liaison directe avec des pays frontaliers qui pourraient faciliter un certain nombre d'échanges commerciaux. Donc voilà, il faut garder en tête ces paramètres contextuels. Et ensuite, je voudrais aussi juste souligner une chose, c'est que la baisse des coûts, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit signe de médiocrité ou de baisse sur la qualité des équipements. Et en l'occurrence, on a parfois un peu trop tendance à vouloir chercher la baisse des coûts parce que c'est plus facile de pouvoir après justifier des modèles économiques performants, de pouvoir lever des fonds et de satisfaire aux exigences de certains financeurs ou investisseurs. Mais il ne faut pas que ce se fasse au détriment de la qualité du service qui est fourni derrière. Donc, je pense qu'il faut modérer le dialogue et l'analyse sur cette baisse des coûts et essayer plutôt d'avoir une réflexion intelligente et cohérente entre le niveau de prix et le service et la qualité qui peuvent être fournis. Merci Camille. En effet, c'est une précision importante. J'aimerais aussi rappeler que le coût par connexion n'est qu'un seul indicateur et qu'en réalité, il faudrait regarder ça de manière plus exhaustive, notamment des mini-réseaux qui ont plus d'usages productifs ont souvent un coût par connexion plus important, même si leur coût de service est moindre. Je vais me tourner maintenant vers Anne-Sophie de l'AFD. Anne-Sophie, pour vous, cette baisse des coûts, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça change dans les conseils que vous donnez au gouvernement et les financements que vous mettez en œuvre? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement, merci. Ok, très bien. Désolée pour mes problèmes de connexion audio, mais je suis ravie de me joindre à vous. J'ai suivi avec attention la première partie de la présentation. Effectivement, je pense que un des enjeux et un des points très positifs de ces dernières années, c'est la baisse du coût par connexion des mini-réseaux. Après, je rejoins Camille sur le fait que cette baisse des coûts, on ne la voit pas forcément
de façon aussi claire dans toutes les régions. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on pouvait être aussi quand même resté dans le haut de la fourchette sur certaines zones où la densité et donc les coûts de distribution sont plus élevés. Néanmoins, c'est ce que ça veut dire pour nous en tant que financeurs des opérateurs publics et des gouvernements, c'est que le mini-réseau est une solution en tant que telle et n'est pas un pis-aller par rapport à une extension de réseau, et que notamment nous, on incite très fortement les opérateurs électriques aujourd'hui et les gouvernements ou les ministères de l'énergie à intégrer cette solution comme une vraie solution dans un master plan. Et à considérer qu'il y aura des zones où il y a des perturbations liées à la géographie, des îles par exemple, ou alors des zones montagneuses, où le mini-réseau restera de toute façon la solution la moins coûteuse. Donc, c'est un changement pour nous, c'est quand même un changement de raisonnement, c'est ne pas chercher l'extension de réseau à tout prix, mais se dire que les trois solutions qui existent, l'extension de réseau, les mini-réseaux, voire dans certaines zones, les SHS, le Solar Home System, sont des solutions qui doivent se compléter et non être de transition pour les mini-réseaux et les SHS. D'accord. Merci Anne-Sophie. Et cet élément de planification, il est essentiel aussi à l'essor des mini-réseaux et des solutions hors réseau plus largement. Et c'est vrai que la baisse des coûts du mini-réseau, de fait, change la planification. Et on voit avec la réduction des coûts, des planifications qui finalement ont de plus en plus de mini-réseaux dans ces pays. Et donc, quelque part, la baisse des coûts permet aussi une plus grande ouverture ou accroissement du marché. Je vais maintenant passer à une deuxième question que je tournerai d'abord à Gilles. Gilles, nous avons vu que les coûts d'exploitation peuvent parfois égaler ou même dépasser les recettes par client. Il est clair, je crois pour tout le monde maintenant, et c'est bien souligné dans le rapport AMDA, qu'un travail sur les usages productifs va être essentiel pour les mini-réseaux en allant de l'avant. Quelle est selon vous la meilleure approche pour y arriver ? Merci Yann, et puis j'espère que vous m'entendez bien. Parfait, et c'est un grand plaisir aussi de pouvoir participer à ce webinaire, et je remercie les organisateurs. Concernant la demande, c'est en fait le plus grand défi du secteur des mini-réseaux. Mais je dirais que quelque part, c'est la plus grande opportunité aussi dans le business model classique d'une... Allô? Allô? Oui, il y a une légère... il y a une coupure? Non, il y a une légère diminution de la bande passante, mais vous êtes bon maintenant. Allez-y, Gilles. Oui, donc je disais que c'est aussi une grande opportunité parce que ceux qui ont travaillé dans le développement des centrales classiques IPP en financement de projet, en fait, la ligne des revenus dans un business plan comme cela, elle est aussi plate que le plat pays auquel j'appartiens. Donc, c'est pas très excitant. Et justement, dans les mini-réseaux, on sent et on sait quelque part que la demande, elle va augmenter. Elle doit augmenter dans le temps. Parce que le mini-réseau, il apporte du développement social, il apporte du développement économique. Et comme l'a bien indiqué un peu plus tôt Camille, en fait, le développement de l'usage productif, c'est la clé de cette augmentation. Et moi, j'aimerais parler de parallèles que j'ai rencontrés dans ma carrière. Donc, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai œuvré sur le développement de réseaux de gaz naturel en Amérique latine. Voilà, dans des contextes greenfields où on avait ce risque de la demande. Et c'était vraiment une grande question, faire une extension de réseau face à une demande qui n'existait pas. Et ce qu'on a vu finalement, c'est que eh bien, les idées qui circulent aujourd'hui,
En fait, c'est à peu près les mêmes. On essaye d'en créer un réseau là où il y a des consommations encre. Donc, il faut quelque part trouver des clusters de clients qui sont assez denses, disons, pour réduire le coût linéaire du réseau. Il faut essayer de trouver des usages encre, que ce soit des petites PME ou des ateliers. Et puis finalement, je pense qu'il faut aussi, et c'est ce qu'on faisait dans le gaz, il faut aider les foyers à accéder à de l'appareillage. Donc, aider les familles concrètement à acheter des appareils qui consomment plus d'électricité au-delà des utilisations très basiques qui sont le téléphone mobile, la télé, les ampoules. Donc, je pense qu'inévitablement, les opérateurs de mini-réseaux, ils vont devoir aussi s'intégrer verticalement dans la promotion et la distribution d'appareillages électriques et puis promouvoir le déploiement de tout un écosystème d'appareillage électrique, en fait, qui puisse, si je peux dire, amorcer le cercle vertueux de la croissance de la demande d'électricité. Merci beaucoup, Gilles. Très intéressant. Je vais tourner la même question sur les usages productifs à Anne-Sophie. C'est évidemment le rôle d'une agence de développement de favoriser ce développement économique local. Comment est-ce que vous voyez la chose, des stratégies particulièrement pertinentes? Merci de nous expliquer où vous en êtes sur ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, pour nous, en discutant avec les opérateurs qu'on peut accompagner ou les gouvernements, on se rend compte que, comme ce qui a été dit, l'analyse de la demande, la bonne analyse de l'évaluation de la demande, la mise en œuvre du design qui convient, éventuellement ajustable s'il augmente, c'est un enjeu majeur. Et la stimulation de la demande est une nécessité pour pouvoir équilibrer les modèles économiques. Aujourd'hui, alors le meilleur retour qu'on a d'expérience, enfin le retour qu'on a d'expérience qu'on a sur le sujet montre qu'en fait il faut vraiment avoir une approche locale sur le sujet et nos relais locaux aujourd'hui qu'on privilégie, avec lesquels on a beaucoup travaillé parce que c'était les premiers à travailler là-dessus, c'est plutôt les ONG. On a travaillé avec le GRET, par exemple, sur des concepts de développement, mais on a aussi des développeurs qu'on accompagne, comme par exemple au Kenya, sur des programmes de développement au sein de la communauté de plusieurs plusieurs activités génératrices de revenus. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il faut des relais locaux, donc c'est vraiment nécessaire parce que le développeur n'a pas forcément, c'est pas forcément le rôle du développeur de trouver, de s'occuper du développement des usages productifs, même si certains le font et le font très très bien. On l'a vu, moi je l'ai vu au Kenya avec certains opérateurs qui développent des activités d'élevage de poulets ou des web, des cafés internet, etc. Mais ce n'est pas forcément leur rôle. Et l'autre sujet, et donc il faut les aider, il faut les accompagner, ONG ou chambre de commerce ou équivalent, si on peut. Et l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas avoir une réponse unique. On le voit bien dans certaines zones, c'est plus des activités agricoles, chaînes du froid qui devront être privilégiées. Je pense notamment au lac Victoria, enfin à toutes les activités qu'on développe autour du lac Victoria. Il y a d'autres activités qui sont plus des activités classiques. Petit artisanat ou alors dans certaines zones agricoles, irrigation. Et je pense qu'il faut vraiment, malheureusement pour nous, parce qu'on aime bien le passage à l'échelle ou les gros chiffres, c'est toujours du sur-mesure. Je pense que c'est un point que je voulais mettre en avant. Et comme on est sur des choses qui sont
naissantes et qui sont du sur-mesure. L'autre retour d'expérience qu'on a, c'est qu'il faut travailler à long terme. Et il y a deux choses qu'il faut avoir en tête quand on développe un programme de stimulation de demande, c'est la pérennité de ce programme et la gouvernance qui est associée. Je pense notamment aux discussions et à l'implication de l'ensemble de la communauté quand on développe un mini-réseau. Voilà. Merci Anne-Sophie. Camille, je vais passer la parole pour répondre à la même question, mais j'aimerais la préciser aussi grâce à une question qui nous vient du chat de Sven Cusso et qui est exactement la question que je me posais. C'est-à-dire que d'un côté, on a Gilles qui nous parle d'intégration verticale, donc où le développeur devrait tout faire, fournir les appareillages, etc. Et Anne-Sophie qui dit que non, en fait, il faut peut-être des partenariats. Et notamment, il y a un aspect critique là-dedans, c'est que finalement, quand on vend des appareils qui coûtent cher, on passe dans le domaine de la microfinance. Alors, ce que je voulais vous demander, et je pense que c'est un débat aujourd'hui assez ouvert dans les mini-réseaux, en tant que développeur, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous allez mobiliser des capitaux pour faire du crédit sur ces appareils ou est-ce que vous préférez travailler en partenariat avec quelqu'un d'autre? Ou quelles sont les meilleures approches selon vous? Si je peux… pardon. Non, je te laisse la parole, Anne-Sophie. Je pense que c'était ton tour. Camille, je pense que c'était ton tour de toute façon. C'est pas grave, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux. Sinon, je fais mon commentaire et je te laisse la parole pour finir si tu veux. Par rapport à ce rajout de question, je pense que c'est une question difficile. Il ne faut pas oublier que la majorité des développeurs et d'opérateurs en mini-réseau sont des PME, sont des petites sociétés qui n'ont pas les liquidités et les assises financières pour pouvoir financer en propre de la fourniture d'équipements, de machines, d'appareils à tous les entrepreneurs locaux avec qui ils seraient susceptibles de travailler dans tous les villages qui seraient susceptibles de servir avec les mini-réseaux. Donc, je pense que c'est impensable de vouloir faire reposer ce risque sur les épaules des opérateurs, même si, et par exemple, nous, on le fait au niveau d'Anka à Madagascar, on assume un certain nombre de dépenses pour des petits projets avec des entrepreneurs qu'on a envie d'accompagner sur de l'achat d'équipements productifs pour lesquels on fournit des modalités des facilités de paiement pour le remboursement. Donc, on joue un peu ce rôle, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop en demander aux opérateurs qui prennent souvent une grosse partie des risques sur le développement des projets, qui prennent les risques sur la génération de revenus au niveau local et qui ont peu de garanties entre souvent les États qui se débinent sur un certain nombre de sujets et les parties prenantes financières qui sont très exigeantes et qui sont souvent assez réticentes à la prise de risque. Si on veut qu'un projet se développe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assume. Donc moi, je ne serais pas partisane de faire porter ce coup-là sur l'opérateur. Je pense qu'il faut trouver des mécanismes peut-être innovants, peut-être un peu différents de ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr, il y a les opportunités au niveau des instituts de microfinance. Maintenant, d'expérience, les IMF ont tendance à vouloir beaucoup de volume pour pouvoir être intéressés pour se déplacer sur une zone rurale. Donc, c'est parfois difficile si on a des petits projets ou des projets qui ne sont pas situés au même endroit. Il faut pouvoir justifier d'un vrai pool d'entrepreneurs avec des vrais projets bancables pour pouvoir être présentés aux IMF. Donc, c'est quand même un petit peu de travail en amont. Et puis, les IMF ont quand même des taux et des conditions qui sont relativement élevés et qui ne sont pas forcément cohérentes avec ce qu'on peut attendre dans le développement socio-économique des villages. Donc, je suis assez d'avis, comme Anne-Sophie, de vraiment s'axer et d'avoir une vraie réflexion autour de pôles de développement et de filières structurantes au niveau local. Nous, on travaille beaucoup sur le sujet de l'agriculture, renforcement ou création de filières à fort potentiel et de création de valeur ajoutée au niveau local, en ciblant les groupements de paysans et particulièrement les associations de femmes pour pouvoir les structurer autour d'une activité agricole raccordée au réseau, en faisant du renforcement de capacité, en développant avec elles un vrai projet structuré et documenté qui peut être présenté à des financeurs qui ne sont pas forcément des IMF, de faire ce suivi sur le long terme, parce que je suis aussi d'accord avec la notion de long terme, comme Anne-Sophie en a parlé. Donc, c'est des choses qui, selon nous, sont essentielles. Il y a bien sûr aussi l'accès à l'eau, de pouvoir combiner le service de vente d'électricité avec d'autres services connexes qui
sont plus ou moins facilement intégrables. Quand on est opérateur en électricité dans un village, on peut assez facilement prendre la gestion d'un réseau d'eau et de l'adduction d'eau au niveau local. Donc, c'est autant de réflexions, je pense, à avoir sur des complémentarités sectorielles, considérant que le mini-réseau apporte une solution, un outil, et qu'à partir de là, énormément d'autres choses peuvent en découler. Donc, moi, mon commentaire principal, c'est vraiment de réfléchir à cette intersectoralité et de ne pas considérer le secteur énergie comme un secteur à part et isolé, mais de bien l'intégrer avec le secteur de l'eau, celui de l'agriculture, celui de la petite industrie, celui des télécommunications également, pour citer que cela. Merci Camille. Je retiens intersectorialité et agrégation étant important. C'est pas mal, on arrive à un débat. Je vois que Gilles et Anne-Sophie voulaient rebondir sur ce sujet. Donc Gilles, je vous passe la parole. Oui, alors peut-être juste pour corriger ou clarifier, donc bien entendu, loin de moi l'idée quand j'ai parlé d'intégration verticale, je pense au fait au partenariat. Hein. Donc les opérateurs de mini-réseaux, ils ont leur core business. On sait bien qu'ils portent énormément de poids sur leurs épaules. C'est déjà une lourde tâche que de déployer leur réseau. Après, il y a les partenariats, c'est une façon assez classique, disons, d'explorer cette complémentarité, hein, comme tu l'as dit, Camille. C'est un travail de longue haleine aussi, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais s'il faut qu'il y ait une augmentation de la croissance de la demande électrique, ça passera forcément par des partenariats. Alors nous, par exemple, chez Infraco, on est en train d'investir dans des sociétés de mobilité électrique, parfois à très petite échelle, des personnes qui pensent au vélo électrique, des personnes qui pensent aux pompes électriques pour l'agriculture. Et je pense que c'est la rencontre de ces différents acteurs qui peut mener parfois à des synergies. Donc, c'est effectivement des partenariats. Merci pour cette précision, Gilles. Anne-Sophie, et puis on passera à une question suivante. Oui, je voulais dire que c'était... je pense que ce n'était pas forcément contradictoire ce que Gilles avait dit sur le développement des équipements. Je pense que le développement des équipements qui sont dans le prolongement d'un usage pour un ménage, c'est pour moi, c'est une stratégie peut-être un peu différente pour un opérateur électrique qui se transforme en prestataire de services d'énergie que le développement de la demande, la stimulation de la demande par le développement d'une activité économique. Voilà, je voulais juste faire cette petite remarque parce que je pense que le rôle aussi, et je crois qu'il y avait eu une question de Sven sur comment peut-on, ou quelqu'un d'autre, comment peut-on contourner entre guillemets la réglementation. Je pense que le SHS n'est pas soumis à une réglementation comme les mini-réseaux, aussi parce qu'eux, ils proposent une prestation de service et pas forcément une vente d'électricité. Alors oui, je vois que vous bougez la tête, c'est peut-être pas complètement exactement le cas, mais c'était une piste qui avait été discutée par certains acteurs avec nous en fait. Voilà. D'accord, merci. Je vais passer à la prochaine question qui d'ailleurs rejoint une question qui nous est posée sur le chat par Harry. Donc, la prochaine question est la suivante et je vais l'adresser d'abord à Gilles. Nous avons toujours su que l'environnement politique favorable est un élément clé pour les mini-réseaux, mais nous avons vu maintenant que la réglementation est aussi un défi. Quel est le message que vous voulez envoyer au gouvernement à ce sujet? Que pouvons-nous faire concrètement pour améliorer la situation? Merci une fois de plus. J'espère que cette fois-ci, j'aurai moins de problèmes de réseau.
Oui. Bon, ce sont Pour avoir travaillé plusieurs années en Afrique, j'aurais envie de dire tout d'abord que il faut respecter, nous devons respecter au gouvernement. Et surtout quand nous sommes... Allô? Oui, il y a eu encore un petit souci Oui. juste où vous commenciez, mais allez-y, maintenant on vous entend. Je suis vraiment désolé, c'est bizarre. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous devons respect au gouvernement et surtout pour les investisseurs étrangers. Lorsque ces gouvernements ouvrent leur marché, c'est quelque part, c'est normal. On n'est pas chez nous, on est chez eux. Donc, tout d'abord, il faut respecter. Après, il faut aussi comprendre que la réglementation, elle est là pour protéger le consommateur, protéger l'environnement et puis assurer que le projet il se développe selon les structures administratives en rigueur. Camille a parlé du droit d'utilisation de l'espace public. Donc, tout ça est là. Après, je pense que la bonne nouvelle, c'est que le mini-réseau, c'est une infrastructure qui est hyper light, quoi. Les impacts, il n'y a pas vraiment d'impact négatif. Il faut veiller évidemment aux normes techniques, à la sécurité. Donc, il faut une réglementation technique. Ça se discute pas. Après, c'est clair, on entend bien partout que ça va pas assez vite. Il y a des paperasses et donc clairement, les gouvernements doivent faire un effort pour mettre leur réglementation au goût du jour. Et voilà, un micro-réseau, ce n'est pas une centrale thermique au charbon. Donc, il y a un énorme effort d'adaptation de la réglementation qui doit être faite. Et puis, je pense qu'il y a aussi quand même un sujet qui est hyper sensible, c'est le tarif. Donc, les gouvernements doivent comprendre et je pense qu'il faut leur dire en bonne foi, le tarif, il ne peut pas être réglementé comme celui du réseau principal. Ça, c'est juste pas possible. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Les développeurs, en ce moment, ils font pas vraiment des TRI très élevés. Je veux dire, il faut vraiment que tout le monde y trouve son compte. Et donc, ça, c'est un message qui est très important et que je pense qu'on doit tous transmettre que voilà, les tarifs ne peuvent pas être les mêmes, mais qu'avec une consommation rationnelle de l'électricité, par exemple, on peut mitiger le coût au ménage. Si on remet tout à plat et qu'on va avec des appliances de faible consommation électrique, finalement, on peut faire pratiquement la même chose avec la moitié, voire le tiers des kilowattheures. Donc, on récupère finalement rapidement le double ou le triple du tarif. Donc, et puis finalement, je pense que ce qu'il faut aussi expliquer au gouvernement, c'est que les investisseurs courageux, ils ont besoin d'une stabilité, ils ont besoin de savoir qu'ils vont pouvoir pratiquer leur tarification dans le temps librement et qu'il y a aussi une préoccupation qui est non négligeable, qui est qu'est-ce qui va se passer au réseau quand l'autre réseau il arrive. Donc, il faut des garde-fous aussi parce que parfois, on voit que le développement du réseau, il va vite. Ça peut parfois prendre moins de 10 ans. On a fait un business plan sur 10-15 ans, et au bout de 5-6 ans, il y a le réseau qui arrive. Donc, je pense qu'il y a quand même des messages importants à faire passer au gouvernement, comme quoi la réglementation, elle est évidemment encore loin d'être parfaite. Merci Gilles. Je vais me tourner vers Anne-Sophie avec la même question. Quel est le message ou les messages principaux à envoyer au gouvernement et que pouvons-nous faire pour améliorer cette situation de dialogue entre les gouvernements et le secteur privé? Je partage ce qui a été dit, donc je ne vais pas forcément le rappeler sur la nécessité d'avoir de la visibilité pour les développeurs qui ont quand même des coûts d'investissement initiaux qui sont relativement lourds. La nécessité d'avoir des tarifs soit qui reflètent les coûts, soit s'ils doivent être inférieurs au coût, un mécanisme de subvention qui vient compenser les tarifs sociaux ou se rapprocher du tarif national en faveur des
des développeurs. Je crois que c'était le cas au Cambodge, mais je ne connais pas suffisamment bien le pays, mais je crois que c'est ce qui a été mis en place par le gouvernement et qui fonctionne, et une conformité des services électriques. Alors nous, il y a deux façons pour nous d'intervenir. On essaye dans certains pays de fournir des programmes d'assistance technique auprès des régulateurs, à la fois parce qu'ils sont ils sont en train de découvrir des nouvelles tâches, je dirais entre guillemets, la nécessité d'octroyer des licences d'exploitation, des autorisations de tarifs dans des délais parfois assez courts, ce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire, et de se prononcer sur des sujets qu'ils n'avaient peut-être pas toujours l'habitude de regarder, notamment quand ils approuvent les tarifs, ils reçoivent des modèles financiers, etc. Donc, nous, on travaille sur ces aspects-là avec des régulateurs. On propose des programmes d'assistance technique. Ça n'empêchera pas le fait qu'il faille probablement renforcer les effectifs des régulateurs sur le hors réseau, et c'est un enjeu assez important pour les gouvernements. Et l'autre chose, c'est essayer de créer des cadres en fait d'intervention dans le prolongement des discussions qu'on peut avoir sur l'élaboration des master plans, créer des appels d'offres, des cadres réglementaires précis qui répondent à un cahier des charges, qui permettent finalement de purger tous les risques aussi environnementaux et sociaux, et notamment les risques fonciers, qui permettent de purger toutes les questions relatives à la demande, la densité, etc., et qui offrent un certain cadre réglementaire, soit des modèles de concession que nous, on préfère à l'AFD parce qu'on estime qu'un développeur, qu'il soit public ou privé, il a une mission de service public, donc il faut que ce soit dans un cadre pour nous qui soit un cadre de délégation de service public, ou comme la Banque mondiale le fait, des appels d'offres plus larges, plus classiques, comme avec le COSAP par exemple au Kenya. Voilà. Merci Anne-Sophie. Camille, est-ce que je peux me tourner vers vous pour une réponse à la même question? Peut-être partager votre expérience de ce dialogue. Oui, j'abonde plutôt pas mal avec ce que Gilles et Anne-Sophie ont dit. Moi, je sais d'expérience que pour en avoir longuement discuté avec les parties prenantes à Madagascar et pour pouvoir le vivre, qu'une planification au niveau national, c'est quand même essentiel. Ce qu'on observe, c'est que sans planification, c'est très dur en réalité pour un gouvernement d'aller solliciter des financements. On ne va pas solliciter des financements auprès d'un programme pour un projet, 500 000 $ ou même 2 millions de dollars. C'est des projets souvent qui sont pluriannuels, qui sont décidés en amont sur plusieurs années. Donc, si on veut réellement pouvoir obtenir ces financements, il faut pouvoir présenter une vraie stratégie argumentée et transparente et claire. Donc, moi, je pense que c'est encore des choses sur lesquelles les autorités doivent travailler. Ça demande des efforts, ça demande aussi, bien entendu, des ressources. Donc, je rejoins Anne-Sophie, il y a un besoin de renforcement de capacité, il y a un besoin de ressources. Je prends le cas de Madagascar. Je veux dire, l'agence de développement d'électrification rurale à Madagascar, elle est basée dans la capitale. Elle n'a pas un bureau en zone rurale. Donc, il y a un bureau qui est un guichet, un comptoir, mais qui ne permet pas aux acteurs qui, eux, sont implantés localement ou régionalement de pouvoir accéder aux mêmes informations que s'ils étaient dans la capitale, de pouvoir faire des dépôts de dossiers. Et ça crée des délais beaucoup plus longs et un problème d'efficacité flagrant. Donc, je veux dire, et ça a besoin de ressources. Demain, s'il faut ouvrir un bureau dans plusieurs villes et s'il faut avoir du staff compétent, etc., c'est des choses auxquelles il faut penser, qu'il faut prévoir. Et même si je suis d'accord sur le commentaire de Gilles, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence ou que les programmes de financement, que les partenaires techniques et financiers, que tout ce monde qui vient de l'extérieur impose une vision dans les pays qui sont face à cette problématique. Je pense néanmoins qu'il y a un besoin d'accompagnement, notamment financier, pour se doter des ressources indispensables. Ensuite, sur le plan des délais, tout est encore lié, je pense, aux ressources. Je pense qu'il y a une modernisation clairement à faire, un certain nombre de processus et de procédures. Je veux dire, c'est peut-être plus possible de remplir des papiers
à tout bout de champ. Il faut peut-être penser à mettre en place des plateformes en ligne, fournir aussi des canevas et des templates à tous ces opérateurs. Souvent, chaque opérateur arrive avec son lot de documents, son modèle économique, son modèle de business case, son document rédactionnel, etc. Et après, il faut se dire que du coup, au niveau de l'agence, l'autorité concédante qui va traiter ces dossiers, elle doit gérer autant de diversité de documents que de projets, ce qui est un facteur de délai, un facteur de manque d'efficacité et probablement aussi un facteur d'erreur. Parce que du coup, on n'est plus en capacité de comparer des projets qui sont par exemple en compétition sur la même base de comparaison. Si les opérateurs n'ont pas utilisé les mêmes bases de calcul, ou s'il y a des erreurs de calcul dans les documents, parce qu'il y a un modèle économique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est parfois à s'arracher les cheveux. Alors si nous, en tant qu'opérateurs, on s'arrache les cheveux dessus, je veux bien imaginer que les autorités deviennent chauves à la fin de la journée quand elles ont dû traiter une dizaine ou une quinzaine de dossiers différents. Donc voilà, et puis mon dernier commentaire, au risque de froisser quelques personnes, c'est que c'est bien beau de parler de l'amélioration de ce contexte, des règles, des procédures, des process et de doter les autorités des ressources suffisantes. Maintenant, quand on aura tout ce cadre qui est fonctionnel, encore faudra-t-il le respecter et se forcer à uniquement suivre les lignes qui sont marquées sur le papier, qui constituent les codes, les grilles de code, les lois, les règlements, et ne plus autoriser ou ne plus cautionner le bypass et l'octroi de passe-droit ou de favoritisme. Merci Camille. Augustine, est-ce que je peux me tourner vers toi pour la dernière intervention sur cette question du dialogue avec les gouvernements et ensuite je prendrai quelques questions du chat avant de clôturer. Merci à toi Augustine. Merci Yann, c'est difficile de venir un quatrième et rajouter quelque chose. Ça a été très bien discuté par les autres. Bon, je vais sortir un peu la tête de l'eau et il ne faut pas oublier qu'il faut toujours faire un exercice pédagogique sur les pourquoi on propose ces solutions. C'est toute réforme et tout nouveau changement dans le monde politique qui a connu succès, c'est aussi ancré sur une bonne compréhension des tendances globales qui se passent. Et donc, le monde aujourd'hui bascule vers la décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation des systèmes énergétiques. Et on voit tous les utilities en Europe, à la fois aux États-Unis, c'est doter des fonds de capitaux pour rentrer dans ces secteurs qui émergent. L'Afrique et les États africains, aujourd'hui, ont la possibilité, à travers des mini-centrales, de commencer à créer ces secteurs et les stimuler dans leur pays à partir d'attaquer ces problématiques. Et donc, il faut que les États comprennent un peu ça pour voir aussi la différence entre ce qui est un secteur privé qui propose des partenariats et des co-investissements et qui met en avant sa propre balance sheet par rapport à des secteurs privés qui s'érigent en tant que sous-traitants. C'est pas la même chose et l'État doit être capable de comprendre quelles sont les différences et les traiter. Et c'est pour cela qu'on a revenu sur la question du temps et de l'importance du temps. Il faut que les États comprennent parfois que la raison pour laquelle on fait les low cost ou la stratégie de moindre coût, ce n'est pas pour épargner 10 millions, 20 millions, 50 millions de dollars, c'est pour arriver plus vite aux populations parce qu'on sait que la productivité qu'on va gagner avec cette notion de temps va au-delà de toute épargne qu'on fera dans la réalisation des ouvrages. Et donc, pour moi, c'est plutôt mettre en avant la notion de temps en tant que priorité
dans la planification, pas nécessairement la fonction de coût, c'est le temps de réalisation aussi. Et c'est là où le secteur privé, à travers les partenariats, peut accompagner, même si ça prend un peu de temps au début à mettre en place. Merci. Merci, Augustine. Donc, je vais clôturer ce panel et prendre 2-3 questions du chat avant de finir cette session. D'abord, une question pour Pacifique, qui était une question en réalité sur le rapport et qui nous vient de Nicolas Livache. Je la lis. Dans les différents acteurs que vous avez sollicités pour le rapport, avez-vous vu d'autres types de facturation qu'au kilowattheure sur les projets de mini-grid et micro-grid? Si oui, quels sont les retours sur la qualité de service, les prix et la satisfaction des utilisateurs? Quel cadre réglementaire permet-il ce type de facturation? Pacifique? Merci Yann, merci pour mes co-panélistes. Il n'y a pas vraiment d'autres types de facturation qu'au kilowattheure parce que c'est besoin de consommation. Mais dernièrement, il y a eu l'intérêt sur ça. Donc, il y a eu l'intérêt sur les différents types de facturation, mais pour maintenant, j'en sais vraiment d'autres types. Autrement, si peut-être Camille ou autre peut élaborer sur ça, mais pour moi, j'en ai pas plus d'infos sur ça. Oui, merci Pacifique. Juste rapidement, je ne pense pas que le rapport effectivement couvre sur les projets qui ont été enquêtés d'autres types de facturation. Par contre, il y a d'autres études qui ont été menées, et notamment à Madagascar, sur d'autres types de facturation, notamment forfaitaires, donc pas au kilowattheure, mais par lot de services à l'usager. Et ce qui a été observé, c'est que la facturation au kilowattheure, qui peut être annexée ou indexée avec des redevances fixes ou d'autres composantes tarifaires, est souvent mieux appréciée et mieux appropriée par les populations que les ventes forfaitaires. Donc, plus la satisfaction augmente, plus on a la garantie de sécuriser des taux de connexion. Et à l'inverse, les facturations forfaitaires, on observe davantage de risques sur des taux de déconnexion et d'insatisfaction client, puisque du coup, sur des forfaits de services relativement faibles, on a en fait des tarifs relativement élevés, des prix relativement élevés au niveau forfaitaire, qui ont logiquement en fait vocation à diminuer avec l'importance des services qui sont fournis, mais du coup pour les usagers à plus faible consommation, c'est souvent extrêmement difficile à supporter. Merci Camille. Et si je peux ajouter avant de passer à la prochaine question, c'est un cas qu'on a vu au Sénégal par exemple, au Mali, donc vous pouvez peut-être regarder ce qui s'est passé dans ces pays-là. Et sur la réglementation, rappelez que en réalité, quand les Solar Home Systems font ça, ils se basent sur de la réglementation qui est celle du crédit et de l'accès à la propriété d'équipements et les mini-réseaux, du fait de leur infrastructure, entrent en général dans un cadre réglementaire différent qui est celui de l'électricité. La dernière question, elle se dirige à Camille, encore une fois. Elle vient de Sven Cusso, encore une fois, qui demande, vous venez de parler de compétences. Quels sont vos retours sur la formation des populations locales pour assurer la pérennité des systèmes? Ok, merci Sven pour la question. Pour être honnête, je ne prétends pas du tout avoir la solution miracle pour former les populations au niveau local, donc je vais parler de ma faible expérience en tant qu'opérateur. Nous, on a une approche qui est extrêmement inclusive au niveau local, intégrée au niveau des populations, parce que je pense que c'est des choses aussi qui s'observent dans d'autres projets, mais on pense qu'une présence locale et une intégration du projet sont des facteurs clés de réussite de manière générale. Donc on passe du temps avec les populations. Je pense qu'en termes de, peut-être le terme de formation, il faut le clarifier, c'est-à-dire qu'il y a déjà une phase de sensibilisation et d'éducation à ce que c'est que l'électricité et à l'usage de l'électricité. Donc ça passe par des séances d'information et de dialogue avec les populations. Souvent, on va pouvoir faire la distinction en termes d'approche, d'un côté les ménages et les acteurs plutôt résidentiels qui ont surtout besoin de comprendre comment 1 kWh, par exemple, ça se consomme si on met tant d'ampoules ou si on met la télévision ou si on met un frigo en marche, etc. Donc, c'est plus une vulgarisation
de l'usage électrique. D'un autre côté, on va avoir une approche peut-être un peu différente et beaucoup plus professionnalisante avec les petits entrepreneurs locaux, des personnes qui veulent monter leur business ou des gens qui sont déjà structurés avec une activité génératrice de revenus existante. Et donc, on va faire ce qu'on appelle du coaching entrepreneurial. On va essayer d'accompagner. On propose de la révision de business case pour que les entrepreneurs puissent comprendre comment la dépense électrique s'intègre dans leur modèle économique de petite affaire, petit business local. On peut faire de la mise en relation avec des programmes de financement. Ça peut être via des ONG ou via des instituts de microfinance. On peut aussi fournir du matériel, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est les quelques cas où on va jouer ce rôle de banque, même si ce n'est pas du tout notre vocation, mais on se substitue sur sur des investissements qui sont relativement limités et de manière plus large, donc plutôt sur des filières vraiment identifiées au niveau des villages. On a développé un modèle qui s'appelle AgriGrid, qui est un modèle assez innovant dans lequel on intègre en réalité la composante mini-grid et la composante filière agricole dans un modèle intégré dans lequel on a un partage des bénéfices sur l'agribusiness et dans lequel on a une vraie composante donc, qui est exclusivement ciblée sur les associations de femmes pour de l'afforcement au renforcement de capacités sur des aspects de gestion, de management, de comptabilité pour gérer un business, mais aussi sur des compétences plus techniques et spécifiques sur une activité agricole, de transformation agricole. Je sais pas, ça peut être la transformation du cendrier en huile comestible, comme l'extraction de la fibre de bananier, comme c'est ce qu'on fait à Madagascar, par exemple. J'espère que ça répond à la question. Merci Camille. On approche la fin de ce webinaire. Je vais donner l'occasion à chaque panéliste très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes 30, de donner un dernier petit mot. Et je vais commencer par Augustine. Tu ne seras pas le dernier cette fois-ci. Donc, à toi, Augustine. Bon, je voulais faire un petit point par rapport à l'évolution que je constate en Afrique de l'Ouest sur la réceptivité des États. Je pense qu'en 2016, quand je suis arrivé dans la région, il y avait beaucoup plus de méfiance, beaucoup plus de malcompréhension. Et je pense que ce qu'il faut prendre, ce n'est pas les photos des situations, mais l'évolution. Vous avez parlé de l'évolution des prix. Il y a aussi une évolution à niveau de perception et de cette confiance. Et sur ça, je voulais conclure sur une vision positive en voyant des États comme le Bénin, comme le Sénégal, même d'autres. Je ne veux pas qui commencent à travailler fortement et à faire des vrais efforts pour attirer les investisseurs, pour créer les cadres. Et donc, voilà, c'était sur ce point une note positive que je voulais conclure. Merci. Merci, Augustine. Anne-Sophie, un mot très rapide de conclusion. Oui, donc pour nous, les mini-réseaux et l'accès à l'électricité au sein du groupe AFD, c'est devenu plus généralement l'accès, oui, c'est devenu un des 3 piliers de notre stratégie énergie. Donc, c'est vraiment un axe très, très fort. Je pense que les innovations techniques, le développement du numérique nous amène à penser que c'est une solution qui pourra réellement débloquer le taux d'accès et néanmoins on pense que nous il faut qu'on accompagne ce développement qui va être forcément très, très important ces prochaines années et la meilleure façon de l'accompagner de notre point de vue pour un groupe, un bailleur international, c'est de travailler sur tout l'environnement réglementaire et d'être en appui des acteurs privés et publics. Voilà, merci. Merci. Et on espère aussi beaucoup de subventions, comme le Exactement. demande le rapport de Elles ne viendront peut-être pas toutes de chez nous. Merci Anne-Sophie. Gilles, une conclusion. Oui. Yann, tu m'entends? Oui,
je t'entends. Un mot de Yann, conclusion? tu m'entends? Nous t'entendons, oui. Oui. Oui, je pense que le rapport... Allô? Décidément, c'est pas mon jour. On vous écoute, Gilles. C'est bon maintenant. C'est bon, super. Je pense que le rapport, quelque part, il confirme que le secteur, il est arrivé à un tipping point, comme on dit en anglais. On sent qu'on est à un point de basculement. Si certains doutent encore sur la pertinence des mini-réseaux comme vecteur, disons, d'infrastructure pour rapidement électrifier les centaines de millions de foyers qui n'ont pas encore accès au service d'électricité, ben, je pense que ce rapport nous montre qu'on est sur une voie qui est, je pense, très positive. Ça fait penser un peu à ceux qui ont connu le développement des ENR en Europe de l'Ouest, par exemple, à la fin des années 90, au début des années 2000. C'est vrai qu'au début, il fallait des subventions. C'est vrai qu'au début, les coûts étaient élevés. Mais on voit aujourd'hui, 20 ans plus tard, que ça a été vraiment une vague de fond. Les efficacités d'échelle se sont déployées. Et moi, je suis tout à fait convaincu que c'est un secteur qu'il faut soutenir. Alors, c'est vrai qu'il faut du subside, oui, encore aujourd'hui, mais c'est pas un mystère que les réseaux d'électricité quelque part sont tous subsidiés, surtout quand il s'agit d'apporter de l'électricité au last mile. Donc, il n'y a pas à rougir. Et après, c'est vrai que la contribution de fonds concessionnels reste extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, les États et les gouvernements, surtout par les temps qui courent, les deniers publics se font rares. Donc, je pense que c'est aussi un appel à l'urgence, disons, de compléter les plans de financement des courageux développeurs avec des financements, disons, concessionnels. Merci beaucoup. Merci Gilles. Et en effet, c'est important de rappeler la réalité. Les projections Covid en termes d'impact macroéconomique sont assez mauvaises sur l'Afrique. Donc, ça a toute son importance. Camille, une dernière remarque avant de conclure. Mon dernier mot. Oui, j'abonde avec tout ce qui a été dit et peut-être parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est par rapport à la situation qui s'est passée cette année sur la pandémie de Covid et ce que ça a entraîné au niveau mondial et notamment pour le secteur. Si j'ai un commentaire à faire, malgré voilà, la catastrophe qui s'est passée, c'est que c'est bien de vouloir rediriger des fonds pour soutenir des opérateurs et des développeurs qui sont en situation difficile, mais je suggère, je pense qu'il ne faut pas rediriger tous ces fonds uniquement vers ça, parce que si on le fait, on met aussi un coup de frein à l'innovation et au déploiement des projets qui, eux, s'en sortent et qui ont besoin d'avancer. Donc, si on ne veut pas que le secteur s'écroule à partir de cette année ou de l'année prochaine, il faut continuer aussi de soutenir financièrement et dans l'assistance technique et financière les opérateurs qui avancent et les projets qui sont en cours de déploiement. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une pénurie de financement à cause des redirections de financement vers les fonds de soutien, les relief funds. Merci Camille, c'est un message important. Et pour tous ceux qui sont intéressés sur plus d'informations de l'impact du Covid sur les économies africaines, j'attire votre attention sur le rapport de la Banque mondiale qui s'appelle Africa Pulse et qui vient de sortir et qui donne des projections macroéconomiques pays par pays de l'impact de la Covid sur les pays africains. Voilà, je vais donc remercier tous les conférenciers ainsi que les panélistes et bien sûr les participants pour cette session. Merci pour vos vues, merci pour les échanges et évidemment un grand merci à l'AMDA, l'Africa Mini-Grid Developer Association, pour le travail excellent et absolument essentiel qu'elle fait tous les jours à travers ce rapport, mais aussi tous les jours sur le terrain pour avancer l'agenda des mini-réseaux.
Merci encore. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.